bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Contre-champ, l'émission vidéo et long format de Mediapart qui décrypte chaque mois les conditions de production et les processus de création de ce qui nous est donné à voir, lire ou entendre. Aujourd'hui, et comme d'habitude cette saison en compagnie de l'écrivaine, je ne sais même pas comment il faut dire, Joyce Sormand, alors que ce n'est pas notre premier, nous avons le plaisir de recevoir José Manuel Gonçalves. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et bonjour. Joy, vous êtes José Manuel Gonçalves, l'actuel directeur du 104, hein, c'est un gigantesque lieu, alors j'ai vu entre 27 000 m² ou 39 000 m², ça dépend des articles, enfin en tout cas c'est très grand. C'est assez grand, c'est plutôt proche de 39 000 m². Plutôt 39 000, qui sont installés dans le 19e arrondissement de Paris, dans les anciennes pompes funèbres générales. Vous avez été aussi le dernier directeur de la Nuit Blanche à Paris cet automne et vous avez été récemment nommé directeur artistique avec Jérôme Sens du projet culturel du Grand Paris Express et de ses 200 km de voies et de gares. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour celles et ceux qui n'auraient jamais mis les pieds au 104, je vous propose de commencer par regarder un mini-film qui vous situera un peu l'espace. Alors le 104 est une fabrique artistique et culturelle. Artistique parce que c'est un endroit où les artistes viennent préparer leur travail. C'est un endroit où les artistes viennent présenter leur travail au public. Et culturel parce que les modalités, les manières dont on présente ces artistes au public, les manières sont adaptées, les formes sont adaptées au type de public et adaptées aussi et surtout aux œuvres d'art. On est dans un espace qui se définit par les œuvres d'art et les modalités de rencontre avec le public. Si on pouvait découper sur un axe temps comme ça le 104 dans une activité sur un mois, vous retrouveriez des éléments que vous pouvez trouver dans plein d'autres endroits, mais différents. Vous allez trouver des éléments qui s'approchent d'une galerie d'art, vous allez trouver des éléments à la fois dans les contenus et dans les formes de ce que vous pourriez trouver dans un musée, de ce que vous pourriez trouver dans un lieu de résidence pour spectacle vivant, dans ce que vous pourriez trouver dans une salle de spectacle. Vous pourriez trouver aussi des éléments qu'on trouve dans une place publique. Mais tout ça, en fait, vous l'avez ici rassemblé dans des alliances, dans des ajustements, dans des agencements extrêmement singuliers et qui s'articulent entre elles selon les moments de la journée et selon aussi les différentes formes. Beaucoup de gens disent souvent que c'est une sorte de cité dans la cité, une sorte de cité apaisée, de cité des arts, qui aurait trouvé sa place à l'intérieur de la cité, qui aurait du coup créé elle-même une cité un peu idéale. Dans le film, on voit que le 104 est un lieu à la fois pluridisciplinaire, donc où se mêlent la danse, le théâtre, la littérature, enfin tout ce qui fait la culture et l'art aujourd'hui. Et on voit également que c'est un lieu qui mixe à la fois des commerces, librairies, restaurants, espaces réservés aux amateurs, cette grande rue qui traverse où les gens peuvent venir danser, il y a des salles de spectacle. Et donc on a le sentiment que la forme de ce lieu, qui est une forme un peu emblématique de ce qui se fait aujourd'hui dans les lieux culturels, c'est-à-dire à la fois mixer les disciplines et aussi mixer les espaces commerciaux, les espaces de vie, de convivialité, les espaces professionnels et amateurs, les espaces de création. On a le sentiment que c'est aujourd'hui le seul modèle possible, ou du moins le modèle achevé de l'idée qu'on se fait de la culture, c'est-à-dire que la culture ou l'art ne pourrait pas se produire hors d'un cadre convivial, hors d'un cadre de vie et hors d'un cadre qui mixe à la fois le loisir et la création. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au bout de ce modèle? Est-ce que vous pensez que c'est encore le modèle d'avenir? Et pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que c'est surtout un modèle dominant et qu'on n'arrive plus à penser des lieux qui soient uniquement dédiés à l'art ou à la culture? Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a d'autres lieux comme le 104, de mon point de vue. Donc, ça vous donne déjà une idée. J'avoue que c'est la première fois qu'on me fait cette remarque sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un modèle dominant. J'ai plutôt, moi, le sentiment que c'est un modèle extrêmement minoritaire. Le fait qu'il y ait pluridisciplinarité des domaines artistiques, là, vous avez raison, c'est le modèle dominant. La question qui est celle d'être un lieu multidomaine artistique et culturel, je suis certain que ce n'est pas le modèle dominant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il mêle, comme vous dites, d'autres activités qui sont en gros des activités de service,
qui accompagnent la production artistique et culturelle. Et ça, je pense que c'est un modèle qui, justement parce qu'il est largement pas dominant, voire très peu existant en France et même en Europe, pour avoir mené des études autour de ces sujets, notamment des réhabilitations de bâtiments industriels. C'est des modèles qui existent très très peu. Ils nous sont beaucoup inspirés par ce qui s'est passé un peu en Europe du Sud et un peu en Europe du Nord, notamment en Allemagne. Mais le vrai modèle vient en fait du Brésil, où très tôt, on a voulu mêler culture savante et culture indigène, en fait, au départ, et vous avez un lieu emblématique qui se trouve à Sao Paulo, et qui existe, lui, depuis plus de 35 ans, et à partir d'un édifice qui a été créé par Lila Bobarty. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ça n'est pas un modèle dominant aujourd'hui, loin s'en faut. Le fait d'avoir des espaces où se mêlent, au fond, culture savante et culture, on va dire, spontanée, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est-à-dire, au fond, l'espace est investi par le public et qui détermine lui-même ce qu'il va y produire sans qu'il n'y ait aucune indication, avec une grande permissivité, avec très peu d'indications sur comment faire usage de ce lieu. Je pense que ce modèle-là, parce qu'il n'est pas dominant et parce qu'il répond aujourd'hui à un besoin d'expression, notamment des jeunes, est un, Dieu je l'espère, est un modèle, c'est beaucoup dire, est une expérience plutôt, qui est appelée à se développer sans que pour autant on reproduise les choses telles qu'elles sont là. Mais en tout cas, cette idée de mêler, et pas simplement d'additionner, de mêler et de lier je dirais, les actions et fonctions artistiques et culturelles, ça me semble être une chose, à mon avis, largement et poursuivie. Vous n'avez pas le sentiment Et aujourd'hui, commercial, absolument. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que quand on pense à créer un lieu, on inclut nécessairement une librairie, un bar, une boutique. C'est en ce sens-là que je disais modèle dominant, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est quand même ça l'horizon des lieux culturels et artistiques. Oui, vous avez raison, mais on voit bien qu'en fait, ce qui se passe, c'est peut-être la manière d'observer les choses. C'est-à-dire que les lieux culturels aujourd'hui qui intègrent ce type de service, en fait, qui accompagnent, en fait, c'est pour permettre quoi? C'est pour permettre que le public qui vient sur une destination, qui est celle d'aller à une proposition artistique, puisse arriver un peu plus tôt ou rester un peu plus tard dans le lieu. L'idée, elle vient de là. Elle vient pas au départ d'un quelconque revenu supplémentaire ou de moyens supplémentaires pour l'artistique. À partir de là, on voit bien qu'il y a énormément de difficultés. Poser la question à tous les théâtres, y compris les plus fameux, de l'apport, de la restauration ou de la librairie, on voit bien que la plupart du temps, on va dire au mieux, c'est une cohabitation et parfois conflictuelle, simplement parce que il y a des modes de relations au public qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc ce modèle-là, oui, c'est une tendance qui existe, mais on voit qu'il a quand même du mal à exister. Par contre, à l'autre bout, qui est plutôt la partie commerciale, et notamment on voit bien arriver un certain nombre de centres commerciaux qui commencent à y inclure de la culture comme étant au fond une sorte d'alibi de qualité augmentée de l'espace et d'identité de l'espace, ça c'est une tendance qui est en train d'exister en ce moment et pour laquelle on peut se poser des questions. Mais le lieu culturel qui au fond agrandit sa temporalité de relation au public, ça reste encore une chose extrêmement récente et qui est compliquée à mettre à l'œuvre. On pourrait parler par exemple du Rond-Point, qui fonctionne assez bien avec sa librairie et son restaurant qui fonctionne depuis peu, au final depuis 4-5 ans. Et c'est vrai que quand ça fonctionne bien, on peut citer évidemment le 104, la librairie fonctionne très bien, le restaurant aussi. Quand ça fonctionne bien, c'est objectivement un service justement je dirais de mode de relation qu'on a avec le public qui est plutôt très agréable parce que du coup le public il vient pas une demi-heure avant ou 10 minutes avant, voire 10 minutes après pour vouloir rentrer dans une salle ou autre. Est-ce que c'est aussi un impact commercial? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, les gens viennent pour boire un verre et du coup vont découvrir à cette occasion des propositions artistiques? Alors il y a le fantasme de ça, il y a la réalité. Pardon, je vais être extrêmement franc, mais 97% des gens qui viennent dans le bar et la librairie, c'est des gens qui viennent tout d'abord parce qu'ils viennent dans le lieu. Et c'est une discussion qu'on a souvent avec les commerçants, et je peux le dire ici en toute tranquillité, en leur disant comment vous faites pour nous faire venir du public aussi à nous, un autre public. Et on voit bien qu'au final, ça apparaît vraiment comme un service supplémentaire de ceux qui viennent, au fond, pratiquer l'art. Alors je dis bien pratiquer et pas le consommer. Il y a ceux qui viennent le consommer, salles de spectacle, cinéma et autres, et il y a ceux qui viennent le pratiquer, c'est-à-dire les familles qui sont dans le lieu et qui viennent assister à certaines choses. Mais vous voyez, sincèrement, moi je rêverais qu'on arrive, nous, alors je parle pour le 104, mais c'est assez valable pour pas mal d'autres lieux, qu'on arrive à avoir une clientèle qui vienne, au fond, consommer des services de qualité, parce que le restaurant, on l'a quand même choisi, c'est nous qui le choisissons.
On a choisi la librairie et je trouve, et moi j'assume complètement ces deux commerces qui apportent vraiment quelque chose, mais je rêverais que les gens viennent spécifiquement pour ça et que du coup après, ils viennent sur les autres offres artistiques. Alors, vous avez employé un terme, c'est se mêler des pratiques artistiques amateurs, professionnelles ou spontanées, qu'ils sont moins. Enfin, on peut discuter des termes. C'est vrai que quiconque est allé au 104 avant que vous en preniez la tête a vu qu'il n'y avait personne. Il n'y a pas ce qu'on voit dans le petit film, c'est-à-dire des gens qui viennent danser, qui viennent s'entraîner sur ce grand plateau. Est-ce que quand même, se mêler, c'est se rencontrer. Parce qu'on a aussi l'impression que des fois, il y a l'espace qui a été ouvert effectivement dans cette rue. Il faut préciser que peut-être il faut renommer le 104 parce que quand le 104 était ouvert sur le 104 rue d'Aubervilliers, les gens du quartier ne venaient pas. Maintenant qu'il est sur le 5 rue Curial, il faudrait peut-être appeler ça le 5 puisque maintenant effectivement, les gens du quartier viennent dedans. Mais ils viennent peut-être pas dans les salles où vont venir plutôt les autres Parisiens. Comment est-ce qu'on passe de se mêler à ce bel... qu'on voit, ça existe aussi sur le terme de mixité sociale, à une vraie rencontre? Est-ce qu'elle se fait? À la vérité, on n'en sait rien. On le sait quand même un peu. Et au final, la question qui est celle, je réponds à la deuxième partie, la question qui est celle de, au fond, une démarche qui serait une démarche de progrès, de relation à un lieu ou à l'art qui consisterait dans notre travail à se dire, il y a ceux qui viennent là de manière spontanée, ils viennent vraiment de manière spontanée. Je veux dire, la moitié d'entre eux, chaque jour, on ne les connaît pas. L'autre moitié, on les connaît, ils viennent, et on a appris à les connaître, mais on ne les connaît pas. C'est vraiment des gens, le bouche à oreille fonctionne et qui viennent là répéter. Donc c'est vraiment des gens qui ne sont pas que du quartier. D'ailleurs, c'est assez drôle dans les images qu'on a les uns les autres, telles que vous dites, c'est qu'on pense que ce sont les gens du quartier, tout simplement parce qu'au final, ils sont de couleur, ils sont plutôt jeunes, et que parfois elles sont voilées, et ils viennent avec des enfants et des familles nombreuses. Et on dit c'est les gens du quartier. Non, non, en fait, c'est les gens qui viennent de tout Paris et qui ont cette sociologie-là. Parce qu'à Paris, cette sociologie-là... Qui avant allaient aux Halles. C'est ça ils viennent de partout. Non, ils viennent vraiment de partout. Et ils viennent vraiment, et on l'a constaté, ils viennent d'Aubervilliers, ils viennent de Pantin, ils viennent... Voilà, c'est des gens qui, au fond, à mon avis, viennent trouver là quelque chose qui est qu'on ne leur demande pas pourquoi ils viennent. Ils viennent. Et là, ils pratiquent le lieu. Donc c'est déjà une première chose. À chaque fois que la question m'est posée, c'est les jeunes du quartier. Comment vous les reconnaissez? Ils ont les cagoules, ils ont machin. Ou les familles. Je dis, ils font du hip-hop. Je dis, attendez, mais c'est... Voilà. La dernière fois, on avait des Suédois qui faisaient du hip-hop. Et ils n'étaient pas blonds. Donc, et on s'en est rendu compte parce qu'il y a la reine et le roi de Suède sont passés au 104 et que du coup, ils sont allés leur parler en suédois. On n'en savait rien. Donc, mais c'est intéressant parce que c'est ça aussi qu'on observe. C'est nos propres images. Donc nous... La question qui est celle de se dire, il passe par ce sas qui serait celui d'une grande permissivité et grande liberté de l'espace public accompagné, sans être, on va dire, sans qu'il y ait de modalités d'accès. Et après, on aurait réussi notre travail parce qu'ils iraient voir Olivier Py, Romeo Castellucci. Non, enfin, c'est pas de notre sujet, mais du tout. Nous, on estime qu'il n'y a pas de progrès en art. Au sens littéral du terme, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment, là... Je ne parlais pas d'hierarchie, je parlais de rencontre. Oui, oui, mais et la question après de la rencontre, elle se fait. Alors, elle se fait là aussi, sûrement sur des modalités qui ne sont pas celles de nous, qui sommes parfaitement intégrés et qui avons une vision de la rencontre qui est celle « Bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On va prendre un verre. » Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'autres endroits où les gens se mettent les uns à côté des autres, se regardent, utilisent des espaces qui sont des espaces de semi-réflexion. Vous avez vu ces panneaux noirs que l'on met en place, qui déterminent aussi leur espace au fur et à mesure. Vous avez vu que les chaises et les bancs bougent, que ça c'est un choix qui fait que des groupes se constituent le temps de leur situation. À un point tel que... on a par exemple découvert a posteriori qu'il y avait des jeunes qui faisaient partie des artistes, qui faisaient partie d'un spectacle dont on ne savait pas qu'ils étaient et qui s'étaient rencontrés dans l'espace du 104. Nous, la question qui est celle de cette société qui est capable déjà d'être en présence l'une de l'autre, et c'est ça qui est fondamental, tout d'abord. C'est est-ce qu'on peut être en présence de quelqu'un d'autre que soi, que quelqu'un d'autre qui est son champ référentiel. Je vous entends, mais vous êtes d'accord, la coprésence, c'est pas non plus forcément... Non, mais c'est la possibilité de... Vous voyez ce que je veux dire? Nous, c'est ça qu'on pose comme a priori. Et d'ailleurs, vous avez cité deux termes qui sont... Enfin, vous avez cité deux modalités d'action qui sont très importantes, qui est celle plateau. Vous avez utilisé plateau. Vous l'avez parfaitement compris, ça part d'un truc tout bête. Je potasse et je repotasse, et je le dis à chaque fois, 1000 plateaux de Guattari Deleuze, et je ne fais que reproduire ce qu'ils disent, 1000 plateaux. C'est-à-dire quand vous regardez, c'est une succession de scènes que chacun se crée à sa taille en fonction de l'évolution de la journée. Ces plateaux, il faut qu'on passe de tour à tour d'être celui qui anime ce plateau à celui qui regarde ce plateau. Déjà, ce statut-là, ce passage de l'un à l'autre, non commandité, non organisé, est une chose qui fait que du coup, il y a du regard.
Après, est-ce que les gens se mêlent? Nous, on a observé, ils se mêlent. Par exemple, j'ai assisté à une scène il n'y a pas très longtemps. Je vais vous donner un exemple très précis qui m'a frappé. C'est la première fois que je le voyais. Alors, je ne l'avais peut-être pas vu, tout simplement. C'est que vous savez, on a des panneaux qui sont des panneaux qui leur servent à se regarder. Et on avait d'un côté ceux qui faisaient du cramp, et de l'autre côté, vous aviez ceux qui faisaient du voguing. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux domaines. Le voguing, c'est très sur la pose, c'est très féminin, extrêmement féminin et efféminé, extrêmement. Très assumé, souvent ils jouent dans des coins, c'est cette vague qui vient des États-Unis. Et de l'autre côté, vous avez le cramp où c'est l'inverse, c'est le physique. Et ils étaient séparés par ce truc, mais ils jouaient, ils écoutaient la musique l'un de l'autre. Ben moi, vous savez, rien que ça, dans cet endroit-là, là où ils s'affrontent ailleurs, et ben je me dis, c'est du potentiel A. Je ne sais pas si ça se fait, mais ils se regardent, je les ai vus, ils se regardent, ils se mettent. Donc voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on vous écoute décrire le lieu et les pratiques, on a l'impression que vous parlez de votre lieu comme d'un espace public et pas comme d'un lieu culturel. C'est-à-dire que vous dites, notre but, c'est pas que cette population-là, qui occupe cette rue centrale, aille forcément voir nos spectacles, c'est de lui offrir un espace public. Donc vous traitez votre lieu comme une rue, une espèce de rue utopique où les gens pourraient cohabiter. C'est étonnant parce que de parler d'espace public plutôt que de lieu culturel, là c'est ce que vous faites. C'est exactement ça, mais vous avez raison. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'on le traite vraiment comme un espace public dans lequel après vous avez des accès où vous pouvez choisir d'une certaine manière d'accéder, comme vous êtes à un moment dans une... Voilà, vous êtes dans une rue et vous avez accès à une offre qui se présente à vous dans la rue et vous allez... La différence, c'est que nous avons choisi, et c'est pour ça, parce que tout ça est extrêmement mêlé d'une certaine manière, le fait qu'on se retrouve... Vous avez remarqué que toutes les pratiques qui ont lieu, il n'y a aucune indication sur ce qu'on peut pratiquer. Alors il y a des choses où très vite on leur dit ça c'est bien de ne pas le faire. Par exemple par exemple de jouer au foot. On joue au foot à certains moments. On l'a déjà fait, mais on ne le fait pas de manière spontanée. Sachant que vous aimez beaucoup le foot, il faut le préciser pour les spectateurs. Le sport en général. Mais, et c'est vrai que par exemple ça, on prévient souvent, c'est les papas avec leurs enfants. On a remarqué que c'est souvent les papas avec leurs enfants. Et ça, on leur dit non, parce qu'il y a des œuvres d'art. Vous avez remarqué qu'il y a une chose, c'est que vous n'avez pas une œuvre d'art qui est distante de plus de 100 mètres de votre vue. C'est-à-dire que les jeunes jouent au milieu des œuvres de Buren. Les jeunes jouent devant l'œuvre. Cette question qui est un espace public qui est habité, c'est-à-dire qu'il a une intentionnalité. Il a une intentionnalité qui est artistique, qui est qualitative. Ça fait que du coup, ces jeunes, quand ils vont là, d'ailleurs, vous pourrez les interviewer, ils ne sont pas n'importe où, ils ne sont pas dans la rue. Ils sont dans un espace public qui a une singularité. Je ne parle pas d'identité là aussi sciemment, mais c'est un espace public. Et c'est pour ça que dans les modalités et les agencements, on va à chaque fois faire en sorte que les choses soient possibles, y compris qu'ils aillent au dernier moment voir tel ou tel projet. Justement, pour revenir sur cette histoire d'espace public, quand vous êtes arrivé au 104, vous avez donc, comme le rappelait Joseph, ouvert de l'autre côté au 5 rue Curial, donc créé une espèce de passage, de rue transversale et du coup de circulation. Et vous aviez dit à l'époque que vous vouliez que ce soit un lieu complètement ouvert, qu'il n'y ait pas de contrôle, qu'il n'y ait pas de porte à franchir et que la circulation soit complètement libre. Depuis les attentats Vigipirate, l'état d'urgence, etc., vous avez été obligé, comme d'autres, d'installer un contrôle. Donc comment est-ce que peut être sécurisé ce genre d'espace? Comment ça l'était avant? C'était quoi le rapport de cet espace à la sécurité avant? Et comment est-ce que vous le jugez aujourd'hui depuis les attentats? C'est une question fondamentale, en fait. Tout d'abord, Joseph le rappelait tout à l'heure, le 104, c'était en tout chiffre, c'était l'adresse qui était du côté du 104 rue d'Aubervilliers qui, vous l'avez remarqué, donnait sur un mur et sur des entrepôts. Ce que je trouvais un peu bizarre comme... Et les voies ferrées, en fait. Et les voies ferrées. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est que c'était l'entrée des patrons, en fait, à cet endroit-là. Et puis c'est aussi en pente, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes en bas du lieu, en fait, et vous n'êtes pas en haut du lieu. Donc toute cette charge symbolique-là, pour moi, elle était extrêmement importante et effectivement déconnectée du quartier. Donc le fait de tourner le lieu du côté du 5, et c'est pour ça que maintenant on le nomme aussi en toutes lettres, c'était de dire on ne va pas changer l'adresse du lieu, on va garder l'adresse du lieu, mais du coup on va l'écrire en lettres et non plus en chiffres pour pas que ce soit une adresse, mais que ça devienne un nom. C'est devenu une personnalité d'une certaine manière. Voilà, c'est très simple, c'est comme ça qu'on l'a traité. Et l'idée que effectivement ce soit extrêmement ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout fermé de l'autre côté, on a laissé ouvert mais qu'on réoriente, on le voit bien, le quartier est venu. C'est une accumulation de signes plus ou moins ostentatoires qui ont fait que ce lieu est devenu un endroit extrêmement ouvert, extrêmement libre. Je n'aurais pas pu peut-être réaliser les choses de cette manière-là, et on n'aurait pas pu, parce qu'avec l'équipe, c'est comme ça qu'on avait envisagé les choses,
si malheureusement les attentats étaient arrivés à ce moment-là. Parce que, vous le savez sûrement, jusqu'au plan d'urgence qui nous oblige à une sécurité, le 104 était le seul lieu de cette envergure à ne pas contrôler à l'entrée. C'est un accord que j'avais y compris avec les forces de l'ordre local, où ils étaient d'accord pour que nous, on ne poste plus aux entrées, qu'on ne contrôle plus les gens aux entrées, mais qu'on soit plutôt à l'intérieur et qu'au fond, il y ait une sécurité diminuée, et que ce soit plutôt une sécurité qui circule et qui, du coup, aille dialoguer avec les gens. Il n'y a pas d'annonce sonore dans le 104. Vous n'avez pas une annonce qui dit « à 19h, ça ferme ». Vous n'avez pas une annonce qui vous dit « monsieur va chercher le petit que vous avez perdu ». Ça n'existe pas. C'est du, j'allais dire du boca a boca. Boca a boca, c'est en brésilien, ça se dit bouche à bouche pour dire bouche à oreille. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire créer un rapport de sensualité, de sensibilité, et un rapport d'homme à homme, de femme à femme. C'est toujours cette échelle-là qu'on a pris. Et c'est pour ça que quand je vous parlais d'architecture et de tournée, c'est quand vous êtes d'un côté, vous avez un rapport qui est plutôt un rapport très proche au lieu parce que vous le dominez quand vous arrivez du 5 rue Curial. Quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes dominé par le lieu. Et moi, je voulais ramener ça à l'échelle 1. S'il y avait eu les attentats, j'aurais été obligé de mettre en place la sécurité telle qu'elle existe aujourd'hui, qui reste assez faible par rapport à ce lieu. Vous avez vu qu'il y a une personne de chaque côté et qu'il n'y en a pas 4 et qu'il n'y a pas des portails, vous n'avez pas de portillon électronique comme vous l'avez dans quasiment tous les lieux, tous les musées. Donc ça, dans la symbolique, c'est extrêmement important. Donc pour moi, on a réussi à ne pas aller jusque-là. Mais c'est vrai que si c'était arrivé à ce moment-là, j'aurais été coincé parce qu'il fallait qu'on montre aux gens qu'on n'allait pas les contrôler. Aujourd'hui, le lieu, il a pris une telle dimension, une telle relation avec la population que du coup, ils ne se sentent plus agressés par le contrôle. Ça n'a pas modifié non. Alors la grande surprise, ça a été le lendemain. Moi, je vous avouerai qu'on était tous flippés parce qu'on s'est dit comment va réagir le quartier. C'est quand même une sorte de poumon, le 104, plus que du quartier d'ailleurs, aussi d'un certain nombre de pratiques. Et c'était très impressionnant. Ils étaient tous là comme s'ils étaient aussi solidaires de ce qui se passait. Mais vraiment, c'était énorme à ce moment-là. Donc c'est vrai que cette question qui est celle de poster à l'entrée, ça donne des signes qui sont des signes de distinction. C'est sûr qu'il y a plein de mamans, plein de parents, plein de jeunes qui ne venaient pas avant, entre autres, tout d'abord parce qu'il n'y avait pas de proposition artistique, il n'y avait pas d'offre artistique, mais aussi parce qu'on les contrôlait à l'entrée. Et vous savez très bien que le contrôle à l'entrée, vous n'êtes jamais à l'abri que quelqu'un vous dise tu viens pourquoi ? Et moi je voulais qu'on enlève le tu viens pourquoi ? Et je me disais, la meilleure manière de l'enlever, c'est de faire en sorte que quelqu'un n'ait pas la tentation de poser la question. Donc, tout simplement. Et donc, hop. Bon, évidemment, la question ne se pose pas, parce qu'on est aussi... mais pour terminer là-dessus, même la question de la sécurité dans le lieu aujourd'hui posté, on voit bien qu'elle est faite d'une certaine manière. Les agents qui sont là, ils commencent à connaître ils sont aussi identifiés. Donc il y a un truc qui se passe aussi qui est un peu différent. C'est pour ça qu'on a diminué aussi le coût de la sécurité dans le lieu. Pour continuer sur ces questions d'espace public, mais pour les poser d'un autre point de vue, parce que ça me semble assez important, vous savez que du fait du mouvement Nuit debout, on a beaucoup parlé de privatisation de l'espace public. Qu'est-ce que c'est qu'un usage de l'espace public? Vous êtes arrivé, vous m'interrompez si je me trompe sur les chiffres, mais avec un projet qui était quand même d'augmenter la part des fonds propres dans le financement du 104, parce qu'on était en dessous de 10%, là maintenant vous êtes à peu près au-dessus de 30%, il me semble. Du coup, ça suppose parfois de privatiser des espaces de cet espace public. Jusqu'à quel point? Alors là aussi, c'est important parce que le 104 n'est jamais privatisé. Ça, c'est un premier élément. Jamais. Oui, mais ça veut dire que du coup, il y a toujours de l'espace public dans tous nos schémas. Il y a toujours de l'espace public pour, tout d'abord, les artistes. Tous les espaces des artistes ne sont jamais privatisés, jamais. C'est-à-dire tous les espaces de répétition, qui sont la majorité, les espaces de répétition, de préparation ne sont jamais privatisés. Ils peuvent, à certains moments, il y en a 3-4 qui peuvent se retrouver en superposition, en succession. Ça c'est possible, mais c'est très rare. Mais en tout cas, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, au fond, augmenter les fonds propres, c'est pas un objectif dans la vie. Il me semble encore moins pour un lieu culturel. La question, c'est de savoir, c'est comment ce lieu est aussi un lieu qui participe de la création, qui participe de l'histoire culturelle et artistique de notre pays. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, et de faire que ça se passe là, dans le 19e. Ça se passe pas toujours dans les quartiers où on se dit, forcément, à cet endroit-là, au fond, c'est là que ça se passe. Moi, je revendique l'idée que c'est aussi dans ces quartiers-là que ça se passe. Et donc, à partir de là, on savait que pour chaîner un peu tout ce qu'on vient de dire sur la liberté du lieu, et lui donner une singularité, lui donner une personnalité, il fallait qu'on ait une offre artistique forte, au même niveau que les autres. Simplement, la différence, c'est que nous, on l'articule différemment. C'est ça la différence. On fait pas, au fond, plus de création qu'un lieu de super création, on va dire, en théâtre. On fait pas plus de gens importants que... Mais par contre, il y a une chose, c'est qu'on les mêle, on les
on les associe d'une manière totalement différente, et notamment par le fait qu'on a cet espace public qui est une sorte d'espace de médiation de tout. Donc, moi, la question qui était celle des fonds propres, ça m'a jamais préoccupé. D'ailleurs, on le fait au fur et à mesure. Ce qui me préoccupait, c'était qu'on n'avait pas de moyens pour faire de l'artistique. Oui, parce que c'était ça, parce que c'est quand même. Enfin, ce qu'on a beaucoup dit au départ, c'est que c'était un lieu tellement grand, alors avec l'avantage de ça, mais que les frais de fonctionnement. Je vous confirme. Prenait tout le budget de la ville de Paris, qui est quoi, à peu près 8 millions, c'est ça? Pas le budget de la ville de Paris. Non, le budget, non, la subvention. Yes. oui, c'est ça. Elle est de 8 millions. Non, c'était ça, hein, c'est l'une des difficultés. Elle était double. Il y avait le fait qu'au final, il y avait de l'argent qui était utilisé pour chauffer, sécuriser, nettoyer le lieu, et qu'au final, il y avait très peu de production. Alors en fait, il y avait des artistes qui répétaient, qui en fait étaient comme dans des ateliers permanents d'artistes, tels qu'on peut les voir, c'est-à-dire qui étaient là pendant 1 an ou 1 an et demi, et qui produisaient sans jamais montrer, ou très peu montrer. Donc évidemment, l'idée c'était de donner une sorte de dynamique un peu différente, et surtout de faire en sorte qu'on puisse nous produire, enfin faire toute la chaîne de la création. Pour ça, il y avait déjà des commercialisations à l'époque, hein, ah oui. En partie ça existait déjà. Et d'ailleurs, si d'une certaine manière le lieu a un peu tenu dans le contact avec au moins un réseau professionnel, c'est parce qu'il y avait une commercialisation qui était faite. Alors la commercialisation qui était faite à l'époque, parce que commercialiser à un moment un espace sur un temps donné, donc c'était aussi, comment dire, faire un choix. Donc il n'y avait pas, jusqu'à mon arrivée en 2010, de choix. L'équipe, qui est d'ailleurs toujours la même, hein, aujourd'hui qui est là, elle avait comme injonction, d'une certaine manière, de produire des recettes. Mais ces recettes, au fond, on les voyait, elles allaient pour des résidents qui, d'une certaine manière, ne produisaient jamais pour le public. C'est ce mouvement-là, déjà, qui posait problème. Et puis, c'était quel type de commercialisation on faisait. Or, dans les commercialisations, on peut choisir. Et ben, la force du lieu, c'est que... C'est-à-dire vraiment faire une soirée événement, ouais. Ou faire, par exemple, une exposition comme celle qu'il y a eu l'an dernier de Gaumont. J'imagine il vous finance ça. Absolument, absolument. Non seulement il nous finance, mais en plus, il nous donne de l'argent pour accepter qu'il y ait notre nom qui soit associé. Très clairement. Et pour autant, j'ai eu une intervention artistique sur Gaumont. C'est-à-dire, Gaumont est arrivé en disant, voilà, nous on aimerait fêter le truc, plutôt que de faire... leurs 120 ans. Voilà, les 120 ans, plutôt que de fêter les 120 ans en faisant une grande soirée avec des VIP, nous on aimerait faire une grande exposition. Est-ce que vous pouvez nous organiser cette exposition en tant que commissaire d'exposition? Et je leur ai dit, je pourrais, mais je n'ai pas le temps. Donc, par contre, moi, je veux bien choisir le commissaire d'exposition qui fera un vrai travail de commissariat et qui aura une vraie liberté, ce qu'ils ont accepté. Contrepartie de ça, pour être tout à fait transparent, c'était qu'ils prennent en charge toute l'exposition, une fois choisie par le commissaire d'exposition auquel j'avais participé au choix avec Cédou et Ariane Toscan-Duplantier pour les nommer. Ça s'est vraiment fait en transparence. Et puis, toute la scénographie et l'articulation de cette exposition à l'ensemble du site, je l'ai fait avec eux. Et puis, ils nous ont donné une somme qui est une somme de mécénat pour s'associer au lieu, en plus. Donc une somme qui ne couvrait pas simplement les frais, mais qui était en plus une association. Donc ça, c'est un cas. Mais ce cas-là, il est presque d'une certaine manière, très sincèrement, il a presque été le plus facile. Non, ce qui est plus compliqué, c'est quand vous avez en gros à peu près 900 demandes par an pour utiliser l'espace, et vous avez aussi bien... j'ai rien contre les vendeurs de saucisses, mais le vendeur de saucisses ou le salon de je ne sais trop quoi, avec à côté des salons ou des propositions qui sont entre la pratique culturelle et artistique. Par exemple, quand on a un salon de l'innovation autour des nouveaux usages dans la ville, nous, ça nous intéresse. Vous savez qu'on a des startups, et là, du coup, on trouve que c'est une manière de faire des gens qui veulent capter finalement l'image culturelle du 104 à des fins assez commerciales. Ouais, ils peuvent la capter, mais en même temps, nous, au passage, ils nous payent le fait d'être là, et deux, surtout, sur les propositions qu'ils font à l'intérieur, c'est-à-dire même dans les contenus, c'est des contenus qui nous intéressent et intéressent les artistes qui sont là. Prenons un autre exemple qui est encore plus éloigné, le salon de la basket, par exemple. On est sur une pratique qui est une pratique vestimentaire, qui a à voir avec la question de la culture, qui nous intéresse, la question du paraître. Donc nous, par exemple, quand on a 800 propositions, eh ben on va choisir maintenant. Alors tout d'abord, on n'en fait que 40 par an, il faut le savoir. Dans la proposition globale du 104, en gros, il y a une quarantaine. Vous prenez le salon de la basket, mais pas celui de la chaussure du mocassin. Bah, si c'est des mocassins qui ne sont pas les mocassins uniquement, j'ai envie de dire, pour un type de population,
Oui, c'est sûr qu'on va prendre la basket. Si c'est que de la basket, je ne citerai pas de marque, qui n'est que réservée à un type de population, non, on ne va pas prendre. Et ça, par exemple, le salon de la basket, on a vu que ça nous amenait une population qui au final était là et qui grandissait, qui étaient notamment tous ces jeunes qui pratiquaient. Et du coup, on a découvert toute une culture qu'on n'imaginait pas. Donc, on a effectivement... Mais des fois, vous n'avez pas peur un peu de vous perdre là, dans ce mélange public-privé, basket, mocassin, marque par marque Bah ouais, mais ça nous oblige à chaque fois à être hyper précis et rigoureux. Mais vous avez raison, le risque qu'à un moment ce soit dévoyé, ça nous arrive, hein, on est confronté parfois à des trucs où on se retrouve d'un seul coup avec des gens qui au final ont envie d'être là au 104 parce qu'il y a une image de modernité extrêmement forte. Ils ont quand même comme contrainte, il faut le savoir, c'est que vous imaginez, c'est quand même l'un des rares endroits où même quand vous préparez un défilé de Alexander McQueen, le défilé est préparé, parce que vous savez que tout est fait à vue, est préparé alors qu'il y a les pratiques spontanées qui sont là, qui voient les mannequins en train de défiler dans l'espace, donc on ne leur coupe pas l'espace, ils peuvent tout à fait y assister, les mannequins eux-mêmes voient d'autres lieux, et qu'ils assistent à tout ce process, et qu'effectivement, ça veut dire qu'on contraint aussi celui qui va réserver l'espace au fait que non, on ne va pas lui fermer tout l'espace pour lui. Après, pour aller vraiment jusqu'au bout de l'information, c'est qu'il y a un temps qui devient privilégié pour celui, et du coup, ce temps, il est en dehors des heures d'ouverture, ouverte au public. C'est pour ça que vous voyez toute la prépa peut se faire tous les jours jusqu'à 19h de manière mitoyenne avec toutes les pratiques, les artistes qui répètent un peu de partout. Mais le moment où on va présenter au public, qui va être un public spécifique, comme au fond sur un spectacle, ça va être de 19h30 après la fermeture de l'espace public à 21h. Mais vous avez raison, c'est le risque. Mais moi, ce risque-là, je l'assume parce que j'estime que c'est prendre le risque aussi de la mixité et pas être toujours dans les réflexes qu'on a, qui sont souvent des réflexes de peur, où on commence par dire non, parce qu'au fond, on ne sait pas comment gérer, parce que surtout, on se protège. Et moi, j'ai pas envie qu'on se protège quand on sent qu'il y a une potentialité d'entremêler des choses qui nous semblent raconter quand même une histoire qui est plutôt une histoire qualitative. Il y a une autre phrase qui est très importante dans ce projet, qui nous met face à ce que vous dites, Joseph, et qui n'est pas une phrase de moi, donc je la paraphrase, c'est celle de Rosen Vallon. Et moi, elle martèle dans ma tête en permanence. Il dit en gros, hein, il dit si tout n'est pas égal, tout est recevable. Et ça m'intéresse. Voilà. Et nous, on part souvent de là. Donc c'est vrai que la petite assoce du coin qui veut venir discuter avec moi ou le PDG 2, bah, ça m'intéresse. Une phrase de Pierre-Rosan Vallon que vous prononcez à la portugaise, c'est ça, Rosen Vallon. J'ai dit, c'est ça, je viens faire un peu. Je précise, hein, au cas où les gens n'auraient pas reconnu vos origines portugaises, même si... une question que pose quand même le 104, à la fois dans sa réussite et dans son côté un peu mastodonte, ça a été, si vous avez été nommé là, on peut le dire, c'est en partie parce qu'avant vous étiez à la ferme du Buisson à Noisiel, qui était dans une ancienne usine chocolat Meunier, dont vous avez pris la tête dans un moment un peu où c'était assez sinistré, vous avez réussi à faire venir des gens, à avoir une programmation hyper pointue, à mettre ça à flot financièrement. Le 104, je le disais, s'est installé dans les anciennes pompes funèbres générales. Est-ce que ce modèle à la fois, je dirais, politique, culturel, idéologique, de cette transformation des friches industrielles en lieux culturels, vous le situez comment aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas un peu à bout? En fait, au final, ce qu'on observe, c'est que, et ça rejoint un peu la première question de Joy, c'est, moi je pense pas qu'on est à bout. D'ailleurs, on voit bien que y a des friches qui ont vivoté, c'est-à-dire elles se sont lancées. On peut prendre celles qui sont, au fond, étaient très célèbres et qui ont ouvert un peu la voie, la friche de la Belle de Mai, par exemple. Mais on pourrait parler aussi de lieux uniques que Jean aussi avait ouvert. Et au final, Jean Blaise à Nantes, créé par Jean Blaise sous le mandat de Jean-Marc Ayrault. Et on voit bien que pour certaines qui sont parties un peu devant et qui ont réussi très vite à fonctionner, d'une certaine manière, lieu unique est un peu unique dans son genre de réussite tout de suite au départ. Toutes les autres ça a été un chaos. On peut prendre celle de Roubaix, on en connaît tous un certain nombre. Elles ont toutes été en situation d'échec au départ, mais quasiment toutes. Certaines encore aujourd'hui n'arrivent pas à se relever. Je vais pas les nommer. En fait, il y en a très peu qui fonctionnent. Parce que justement, souvent ces friches, elles sont dans des endroits un peu relégués. En termes géographiques, et elles sont confrontées à des questions qui ne sont pas simplement celles d'avoir des espaces pour y mettre des artistes, mais surtout comment on fait pour que la population s'y retrouve un peu. Et donc renvoie à cette idée d'avoir souvent des grands espaces, que souvent on privatise, d'ailleurs on privatise pour le public. C'est-à-dire on privatise pour y faire des artistes du service public.
Parce que ça, c'est aussi privatisé. Ce qui a failli être le 104. Hein. À un moment, on a cru que ça allait prendre cette voie. Mais c'est ça. Donc c'est pour ça que la question de privatiser, elle n'a pas à voir qu'avec le privé. Elle a à voir aussi comment, à un moment, le service public, pour mettre à disposition un certain nombre d'espaces, les soustrait à la population. La question, et les artistes ont besoin d'espaces privilégiés pour pouvoir trouver, pour pouvoir travailler et trouver, et chercher et trouver. Mais on a aussi besoin d'avoir des espaces mitoyens, encore une fois, qui sont plus ouverts. Donc aujourd'hui, la question qui est celle des friches, il y a encore beaucoup à faire. On voit bien ce qui est en train de se faire sur une autre partie de la France en ce moment, où souvent les réhabilitations sur berge se font souvent avec la récupération d'anciens entrepôts. Donc on combine le fait que les villes se tournent de plus en plus de nouveau vers leurs fleuves, en même temps qu'on récupère les grands hangars qui sont en train de se vider. L'erreur serait de croire, comme ce qui s'est passé au 104 et dans ces friches qui ont encore du mal, ex-friche, à sortir la tête de l'eau, c'est de penser qu'il suffit d'ouvrir un lieu, de mettre des artistes dedans et de faire que, de fait, ça va être tout de suite public. Ça, on l'a vu, c'est souvent un échec. Donc il faut inventer, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et il ne faudrait pas, à l'inverse, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on se retrouve avec des centres commerciaux qui, eux, savent tout à fait comment habiter l'espace, ont une destination extrêmement précise, et qu'au final, on ne retrouverait plus qu'une certaine liberté du public dans une relation qui serait, on aurait des espaces un peu déterminés et figés pour la part culturelle et la part artistique qui donnerait un peu de substance à ces lieux. Moi, ma crainte, elle vient plus de là. Enfin, c'est pas une crainte, c'est une attention. J'ai pas une crainte. Mais justement, puisque vous revenez à cette question essentielle de l'espace public, d'une certaine façon, là, vous pointez cette illusion qui consiste à croire que parce qu'on met un lieu culturel dans des zones un peu difficiles, un peu sinistrées, un peu populaires, le quartier va, comme si on donnait un coup de baguette magique, le quartier va revivre, se métamorphoser. Donc je trouve ça intéressant que vous critiquiez cette illusion et que la greffe ne prend pas nécessairement. Mais par ailleurs, est-ce que l'art dans l'espace public ne peut prendre que la forme institutionnelle ? Je fais référence à ce dont Joseph parlait au début en vous présentant, à savoir que vous étiez avec Jérôme Sens, donc le commissaire culturel du Grand Paris, et que vous êtes chargé, alors peut-être vous allez nous dire précisément en quoi ça consiste, de mettre en œuvre donc, le long des 200 km de voies du Grand Paris, de mettre en œuvre une politique culturelle. Donc moi j'ai le sentiment déjà d'un côté, il y a cette illusion voilà, de la friche qui transformerait, qui sauverait les quartiers, mais que de l'autre côté, on retombe toujours dans ce geste institutionnel qui se répète, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que si on construit un nouvel équipement, il faut forcément qu'il y ait l'action culturelle qui va avec. Et alors d'abord, pourquoi est-ce que nécessairement la culture et les équipements doivent être associés ? Et est-ce que c'est la seule façon d'agir dans l'espace public de manière convaincante et visible avec ce 1% culturel, avec voilà, cette touche de communication qu'est le commissaire culturel qui vient soutenir l'initiative de l'État. Non, mais comme vous l'avez entendu, je pense tout à l'heure, la question qui est celle... On peut pas se dire un lieu culturel, une friche, ça fait un seul modèle. C'est comme si on disait, au fond, moi, je lis pas parce que j'aime pas la littérature. C'est une bêtise. Je vais pas au théâtre parce que j'aime pas le théâtre. On peut pas dire une friche culturelle, c'est pas un bon modèle. Encore une fois, ça n'est qu'une enveloppe. Moi, je dis souvent, un lieu, ça n'est que le lien sur un projet. Donc à partir du moment où il y a un projet qui est clair, et je dois dire que de ce point de vue-là, je peux leur faire la publicité sans aucun problème, Delanoë et Christophe Girard et Madec, le maire d'arrondissement, Roger Madec, le maire d'arrondissement du 19e, Bertrand Delanoë, le maire de l'époque, et Christophe Girard, l'adjoint à la culture de l'époque, qui avait comme idée de faire de ce lieu un lieu ouvert, et qui en même temps soit qualitatif et qui présente un autre modèle, cette vision qui n'a pas été la réalité de la première année et demie, d'une certaine manière, ils le retrouvent aujourd'hui, et c'est eux qui ont eu cette intuition-là. Et ils ont eu cette intuition, comme souvent les politiques l'ont, en se disant allez-y les petits gars, et ça va suffire, on va mettre des artistes. Ils savaient bien que ça allait être plus complexe que ça. Ils ont juste fait l'erreur de penser qu'il suffisait de mettre des noms pour que les gens viennent. Et là, il y a toujours un retour sur bâton, c'est-à-dire qu'il y a la réalité, c'est que c'est ça qui est formidable en art et en culture, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait quand même un public, quelque part, en toute forme. On peut effectivement créer chez soi, mais à un moment, quand on est dans un lieu public, il faut qu'il y ait un retour. Donc, cette chose-là, on le voit aujourd'hui,
elle fonctionne, elle reste extrêmement fragile, elle est totalement à tout le temps être interrogée, mais on ne peut pas dire que ce modèle-là est un modèle, encore une fois, qui est dominant et qui existe. On voit bien que c'est extrêmement compliqué. Moi, je trouve quand même, j'ai une pétition de principe, c'est de me dire, quand même, quand un élu se dit au fond, j'ai un espace public, surtout quand on est à Paris, se dire, ou dans les grandes villes, se dire, plutôt que d'y faire du logement, ça c'est très très bien, mais ça pourrait être aussi du logement bobo, parce que l'endroit est très beau, et vous savez que ça a failli être ça à un moment, de se dire, tiens, j'ai plutôt envie qu'il y ait une intervention artistique et culturelle. Je trouve que moi, personnellement, je peux qu'aller dans ce sens-là. Et je pense que ça manque, parce que très souvent, au final, c'est plutôt d'autres intérêts qui font qu'on fait arriver l'art et la culture dans un espace. Là, il y avait une vision qui était de se dire, il faut absolument augmenter la qualité on va dire d'un arrondissement en y mettant un peu d'art et de culture sous une forme différente. La question de l'espace public, la question du Grand Paris, c'est un peu la même chose et pas pareil. Alors tout d'abord, c'est quoi la mission, je ne suis pas commissaire. Non, directeur artistique. Voilà, Co-directeur artistique. Pardon, désolé, c'est juste parce que non, c'est pas pour vous prendre, c'est que pour moi, comme je ne construis pas comme un commissaire qui est un métier précis, moi, direction, ça me plaît bien parce que ça donne une ligne. Voilà, ça trace une chose et après, donc l'idée du Grand Paris, et puis c'est pas de faire la politique culturelle, c'est d'aider à la programmation artistique et culturelle et d'essayer de créer une sorte de dynamique qui singularise un peu ce réseau et qui nous sorte au fond du tout Paris comme étant la seule référence artistique et culturelle. Donc ça, c'est un peu... Mais est-ce que tout équipement doit avoir un projet culturel? Parce que vous parliez tout à l'heure de l'idée que maintenant il y avait des supermarchés qui essayaient d'avoir leur petite part culturelle. Bien sûr. C'est sûr que cela, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On est bien d'accord là-dessus. Non. Moi, je trouve que, en tout cas, c'est intéressant qu'à un moment, on se pose la question qui est de l'art et de la culture. On est un pays, encore une fois, je pense que la majorité des touristes, et moi je l'assume complètement, qui viennent en France, il y a le tourisme interne, de France et le tourisme de l'étranger, ils viennent pas pour visiter nos entreprises et les entreprises du CAC 40. Ils viennent, c'est pour voir ce que l'on pratique, ce que l'on produit comme art et culture. Donc, moi, l'idée qu'on continue à se dire que partout où on peut mettre de l'art et de la culture, c'est important de le tenter. Ça me plaît. Donc voilà, clairement, cette idée-là. Donc voilà, qu'à un moment, il y a un entrepreneur qui se dise, tiens, moi ça m'intéresse. Et aujourd'hui, il y a des entrepreneurs sincères qui disent, moi ça m'intéresse d'investir dans l'art et la culture. Moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Après, c'est pas, je signe pas un chèque en blanc en disant, ok, je m'associe à vous et on voit, on pose un certain nombre de valeurs. Le premier élément, tout simple, de valeurs. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Et à partir de là, on met en place des actes dont chacun de ces actes, comme tout à l'heure, vous posiez la question qui était la question du commerce, chacun de ces actes, ils produisent un sens. Et du coup, qu'on puisse l'observer et le critiquer. Et de voir si on est dans ces valeurs ou pas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, sur la question du Grand Paris et cette question de produire du sens et des singularités, le projet du Grand Paris, au départ, Grand Paris Express, c'est en fait une entité qui va produire des gares. Alors, vous avez compris que ces gares, il va y en avoir 68, donc c'est immense. Et il va y en avoir 16 qui vont sortir en 2022. Chacune de ces gares, contrairement au métro tel qu'il existe à Paris, c'est pas simplement des trous dans lesquels on va et on est transporté. C'est des espaces de vie. Donc en gros, c'est des équivalents de Gare Montparnasse, Saint-Lazare, qui d'ailleurs, vous l'avez vu, depuis très peu, se sont transformés pour devenir des espaces de vie, parce qu'il y a encore jusqu'à il y a peu de temps, tous ces gares, même la gare de l'Est, des galeries commerciales essentiellement. Voilà, et qui étaient essentiellement. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose dont on se dit, faut coller un peu plus à l'air du temps, les gens ont un peu plus envie d'espaces ouverts, d'espaces libres, ils ont envie de pratiquer autre chose que simplement de venir consommer. Enfin, il y a toute cette question-là. Donc ces gares, aujourd'hui, intègrent cette réflexion qui est celle d'être des espaces de vie. Premier élément très important et qui a fait que du coup on a postulé avec Jérôme Sens et qu'on a constitué un groupe pour ça, c'est que chacune de ces gares est un geste d'un architecte. Donc tout d'abord, il y a quand même cette liberté qui a été donnée, parce que on ne va pas faire un modèle. On va faire en sorte que chacun de ces territoires soit singularisé par un objet architectural. Donc là, vous le savez, il y en a, je ne sais pas combien, qui ont postulé. Aujourd'hui, il y en a à peu près une cinquantaine qui ont été nommés, des tout nouveaux, des tout jeunes, et puis des gens, on connaît le poids. Et ça, la question, c'est au fond ce geste, et moi c'est là-dessus que je m'appuie avec Jérôme, ce geste architectural, comment on l'amplifie pour faire que ces territoires, on arrive à la fois à agréger ce qui existe déjà et à le rendre visible à ce moment-là, et comment on fait aussi pour amener, au fond, une substance encore supplémentaire pour faire de ces territoires des territoires qui montrent aussi leur créativité et leur innovation. C'est ça le pari. Alors, question plus personnelle, est-ce que le 104, la Nuit Blanche, le Grand Paris, ça fait pas trop
Sans faire le lien Non, avec ça le fait fait que beaucoup. vous êtes arrivé très en retard et que du coup, on va bientôt devoir finir cette émission. C'est une manière de. Mais je m'en excuse encore parce que c'est pas dans mes habitudes, mais. Mais plus sérieusement. Non, mais oui, ça fait beaucoup. Alors, vous le savez, au départ, en fait, on répond quand même à moins de sollicitations que ce que l'on a, en fait. Hein. Il y a deux choses. Il y a tout d'abord le fait qu'il y a parfois des projets pour lesquels on est sollicité et dont on se dit c'est absolument génial, c'est là où on doit être. Alors là où on doit être, c'est-à-dire là où des lieux culturels et des projets culturels qui ont une vocation territoriale comme est celle du 104, elle doit montrer qu'aujourd'hui, on doit participer de la transformation urbaine. Au fond, c'est ça la question. Et donc, si cette transformation urbaine, elle est à partir des gares aujourd'hui, il faut absolument que l'on montre notre vision de la transformation urbaine à cet endroit-là. Donc ça, c'est un peu une première chose. La deuxième chose, c'est celle des ressources, soyons clairs, économiques. C'est-à-dire qu'on cherche aussi, nous, à obtenir des ressources pour, encore une fois, alimenter les moyens nécessaires à aider la création et la production artistique. Vous le savez, on génère pas mal de recettes aujourd'hui sur les entrées, tout simplement, une partie de commercialisation et il y a une partie de service. Jusqu'à présent, on venait au 104, on avait toutes les délégations qui venaient nous trouver, qui nous disaient pendant 3 heures, vous nous dites comment vous faites, et puis hop, on disait le truc, sympa, sage. Et puis tous ces gens-là repartaient chez eux, allaient voir des agences de com, la plupart du temps, ou XYZ, et qui montaient un projet qui ressemblait, alors ici je te mets des transats, ici je te mets des panneaux. Puis nous, à un moment, on s'est dit, mais attendez, il y a plein de structures qui vendent ce savoir-faire, pourquoi nous ne le vendrions pas pour obtenir des ressources? Donc ça, c'est le deuxième élément qui est important. C'est-à-dire comment on génère aussi des ressources sur le projet, enfin, sur, au fond, les valeurs véhiculées par le 104. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est lancé dans cette idée de développer un département d'ingénierie culturelle. Mais on n'ira pas beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, parce que la question, vous n'êtes pas le seul, hein, José-Manuel Gonçalves. On pourrait citer Emmanuel de Marcy-Motta, avec qui vous partagez un très bon niveau en tennis et donc une endurance, mais qui cumule le théâtre de la ville avec le festival d'automne. Est-ce que, globalement, il ne faut pas quand même limiter les mandats culturels ? Alors, dans les mandats culturels, dans le nombre, vous avez sûrement raison. Et encore une fois, je n'occupe pas d'autres établissements culturels. La question a été posée. On est là sur quelque chose qui est, au fond, une chose qui est demandée au 104 pour lequel il n'était pas rémunéré jusqu'à présent et pour lequel on fait payer les gens. Donc ça, c'est un élément qui est quand même un peu différent. Après, il y a la question des mandats, c'est-à-dire la longueur des mandats. Vous ne l'avez pas posé, mais c'est en creux. Ouais, je peux vous confirmer qu'effectivement, je pense qu'il faut limiter les mandats des directeurs de lieux, quelle que soit la réussite de leur travail. Et du coup, 2 mini-questions avant de terminer. C'est vrai que vous avez un profil un peu particulier par rapport... Vous avez commencé comme entraîneur de sport. Par rapport à aujourd'hui, on a Serge Lavigne au Centre Pompidou, on a Sylvie Hubac, ancienne directrice de cabinet à la RMN et au Grand Palais. On vient d'avoir nommé à la BNF Laurence Engel, c'est-à-dire des profils, ces 3 énarques. Est-ce que du coup, vous qui avez un profil un peu particulier dans les directions de grands lieux culturels, ça vous donne envie d'aller au ministère, d'aller... Surtout pas. Surtout pas ? Ouais, je vais vous répondre assez simplement parce que la question m'a déjà été posée. Non, surtout pas. Vous savez, j'y suis passé 2 ans et demi. J'étais à l'AFA et j'étais conseiller pour l'ensemble des Culture France. Culture France, qui était à la fois projection culturelle française à l'étranger. Voilà. Ça permet de faire un bon réseau. Non, mais ça permet de faire un bon réseau. Et puis surtout à l'époque, c'était extrêmement puissant. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les moyens, malheureusement, je pense à Anne Talino qui dirige aujourd'hui cette structure, n'a pas tout à fait les mêmes moyens et la même ambition, même si elle a de l'ambition, mais elle n'a pas tout à fait les mêmes moyens à l'époque. Donc j'avais les moyens de faire vraiment le job à l'époque. Donc je ne peux pas dire que c'est les moyens qui ont fait que du coup j'y suis passé très peu de temps. Je suis le seul conseiller qui est passé par cette institution et qui n'est jamais parti à l'étranger et qui n'a pas occupé un poste dans un ministère. C'est une forme de réponse. J'ai fait 2 ans et demi, j'ai vu ce que ça donnait. Je connais mon inefficacité totale, même si j'ai fait 2-3 petites choses dont je suis très fier, comme tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête des grands établissements culturels de théâtre. Leurs premières armes, avant même d'être en France, ils l'ont fait à l'étranger grâce à des programmes qu'on a fait. Mais objectivement, je ne suis pas utile à cet endroit-là. Donc je ne sers mais à rien. Et pour finir, votre parcours, vous n'avez toujours pas demandé la nationalité française ? Oui, j'ai dit une chose un jour, j'ai dit à mon papa, parce que mon papa, je venais d'avoir 18 ans et il me dit, alors maintenant tu vas être français, t'es tellement intégré, et puis on est tellement intégré, et puis
Et puis je lui ai dit ça parce que on a très peu de contact avec mon papa sensible, on va dire. Et je lui ai dit, papa, je me ferai naturaliser français le jour où il ne sera plus nécessaire d'être français pour avoir les mêmes droits. Voilà, donc j'attends d'avoir les mêmes droits, c'est-à-dire celui de pouvoir voter à la présidence de la République. Et ce jour-là, je me ferai naturaliser français. Merci beaucoup José Manuel Gonçalves d'être venu dans les studios du Passage Brûlon, même si c'était avec un retard qui a foutu en l'air tout notre timing et celui de 5e étage production, que je remercie. Et Joy, on se retrouve bientôt pour un nouveau contre-champ.